Donc aujourd'hui, c'est qu'est-ce que Bitcoin? C'est tout con, mais c'est compliqué à mettre, à expliquer simplement. Donc on va essayer. Tout d'abord, on va présenter l'association qui soutient les différentes initiatives qu'on fait pour Annecy. Donc c'est alpinechain.xyz. L'objectif, c'est de faire comprendre Bitcoin pour une partie et l'univers Web3 plus généralement. Le tout sur Annecy et sa région, on va dire sur les Alpes. L'idée, c'est vraiment d'aller vers les gens, pour les gens, donc avec vous, apprendre avec vous et découvrir avec vous. C'est de l'échange, voilà, ça ne va pas que dans un sens. Donc on s'est mis des objectifs pour pouvoir booster le Web3 et Bitcoin sur Annecy. Ben, ça, c'est moi. Il n'y a pas de triche. Copain malin sur les réseaux. Je suis un pleb enthousiaste, bitcoiner dans l'équipe. J'essaie de m'impliquer dans la communauté, en particulier en traduisant la lettre hebdomadaire des développeurs de Bitcoin qui s'appelle le Bitcoin Optech. Ça permet comme ça de rester au contact de ce qui se passe, puisqu'il y a énormément d'innovations sur Bitcoin, donc c'est bien de voir tout ce qui se passe. Et puis, je suis aussi un petit peu sur Nostr, en plus de Twitter, et j'anime des espaces, un space, un nest, ça s'appelle sur Nostr, qui s'appelle les lundis malins, tous les lundis à 21h. Quoi d'autre? On organise aussi le Be-Only le 3, 4, 5 novembre 2023. 120 personnes qui vont être réunies pendant 3 jours pour parler exclusivement Bitcoin. Donc voilà, pour ceux qui n'ont pas encore pris leur place, le site il est ouvert à be-only.org. Pour l'année 2023-2024, on a mis en place un petit planning d'évolution avec de quoi faire le tour un petit peu de tout l'univers Bitcoin. Tous les premiers mercredis du mois, ça sera l'univers Bitcoin. Et les troisièmes mercredis du mois, il y aura tout un univers Web3 crypto qui sera présenté aussi par nos autres amis, bien sûr. Si vous avez envie de faire une présentation, si vous avez envie de vous impliquer, on est complètement ouvert, ça peut être très sympa. Pour l'instant, le planning qui est proposé, c'est celui-ci. Qu'est-ce que Bitcoin pour cette fois-ci? Et ensuite, des volets de comment comprendre les transactions, aller vers le Lightning Network, qu'est-ce que le minage? Monter un nœud Bitcoin et Lightning, pourquoi pas? Ça peut être au niveau workshop qui peut être sympa pour mettre en place. Utiliser le Lightning au quotidien. Sécuriser ses fonds parce que c'est quand même important, transmettre aussi dans cette thématique, sécuriser sa clé privée, comment faire pour pas les perdre. Un petit workshop une fois qu'on sera un petit peu chaud sur les concepts sur le multisig. Ensuite, comprendre le bull run et s'y préparer parce qu'on sera au mois d'avril-mai normalement. C'était ce que j'étais en train de calculer en prenant tous les 15 jours. Tous les mois, ouais. Comprendre le bull run pour savoir Ça si on sera est après le déjà halving, dedans, après justement, dedans. pour expliquer. Voilà, pour comprendre, et puis ça sera justement expliquer les fameux cycles et tout ça. Et puis à la fin, le fisc n'est jamais bien loin, donc ça c'est en plein été, donc vous ne serez pas trop motivé. Mais effectivement, il y a aussi une partie, on a beau vouloir révolutionner, il y a quand même une partie sur le fisc, comment faire pour être le plus honnête possible, puisqu'on souhaite tous l'être. On verra au mois de juillet la présentation plus en détail. Si le bull run est fini. Ah ouais, c'est ça. Est-ce que tu t'es débrouillé pour mettre la présentation du FIS juste avant la déclaration des impôts? Ah, c'est au mois de juillet, c'est en plein juillet. Suivante. Allez, on est parti. Qu'est-ce que Bitcoin? Qu'est-ce que Bitcoin? Alors Bitcoin, avant tout, c'est pas arrivé de nulle part. C'est avant tout une histoire avant l'histoire. Sur ce slide, on peut voir, on le voit très mal, mais c'est toute l'évolution de ce qu'il y a pu avoir comme décennies de recherche, en particulier sur la mathématique, la cryptographie, l'informatique distribuée, et toutes ces évolutions qu'il y a eu
avec tous ces chercheurs. Donc c'est vraiment basé sur quelque chose d'assez puissant qui font fonctionner ce protocole. On peut parler par exemple des fonctions à sens unique, des courbes elliptiques, de la cryptographie asymétrique, des signatures numériques, des fonctions cryptographiques de hachage ou encore l'horodatage numérique. Eh bien, tout ça, c'est des fonctions qui ont été astucieusement mises en place pour permettre d'avoir le 31 octobre 2008 un certain Satoshi Nakamoto sur le forum la liste de diffusion, je ne me rappelle jamais le nom, Metzdode, un message où il présente un white paper que vous avez au complet ici, donc qui est quand même au final assez court, 8 ou 9 pages suivant la mise en page, là sur une page, qui explique vraiment le cheminement, le pourquoi et dans le détail les principaux principes. Donc l'introduction, un système de monnaie électronique entièrement en pair à pair, permettant d'effectuer des paiements en ligne directement d'un individu à un autre sans passer par une institution financière. Juste la première phrase, elle explique vraiment tout le concept, simple, clair, concise. Voilà. Qu'est-ce que Bitcoin? C'était ça. Donc, non mais c'est vrai, vraiment le white paper, il a un condensé, et en si peu de mots, il arrive à vraiment expliquer le concept, à quoi ça peut servir et quelle est l'étendue. Et du coup, on va essayer d'aller un petit peu dans chaque point qui sont développés dans le white paper. Oui? Excuse-moi, qu'est-ce que tu appelles si peu de noms? Je ne l'ai pas lu le white paper. Est-ce que le white paper se limite à une page comme tu l'as montré ou c'est juste la page d'introduction? Ça, c'est tout le white paper. Il a 9 pages. Chaque paragraphe, c'est une page, donc on peut dire 8 ou 9 pages, suivant comment tu vas mettre. Donc c'est vraiment très, très compact. Il y a peu de mots pour... tous les mots qui sont utilisés ont tous vraiment un sens profond. Et tu le vois dans cette première phrase qui est mise, juste dans l'abstraction, donc dans la pré-introduction, cette phrase-là, je veux dire, en une phrase, tu as tout le concept. Et du coup, il y a une seule formule mathématique qui est calée sur la fin, voilà, ici, là, et tout le reste, c'est que du texte qui est complètement compréhensible. Il y a des petits... Tu l'as lu, tu l'as compris bien. Alors, aujourd'hui, on comprend. En 2009, il fallait quand même avoir... parce qu'aujourd'hui, on a quand même tout un écosystème et puis un recul par rapport à ça. Mais les premiers cryptographes qui ont lu ça, il n'y a pas eu une adhésion tout de suite, immédiatement. Il n'y a eu que 2-3 qui se sont vraiment impliqués. Dans lequel a été envoyé le white paper, c'était une mailing list de cryptographes. Hein. C'était des développeurs, c'était des mecs, donc eux, ils étaient tout à fait à même de comprendre ça. Mais ceci étant, comme dit Cyril, c'est expliqué de manière relativement accessible et compréhensible. Oui, c'est accessible. C'est pas confus. C'est pas vraiment quelque chose de technique pour vraiment les cryptographes avec des choses que tu comprends pas. Non, c'est vraiment du texte. On va essayer de faire le tour de ça. Donc, on va parler des différents points. Donc, ça commence justement. Comment on effectue les transactions, le principe du serveur de horodatage, de la preuve de travail. On va aller les voir les uns après les autres. Donc, dans un premier temps, il va décrire les transactions. Donc, ça permet le transfert sécurisé de Bitcoin et l'inscription de données diverses sur la blockchain. Une transaction, elle contient des données d'entrée, les inputs, et de sortie, les outputs, qu'on appelle les UTXO pour Unspent Transaction Output. Output. On n'est pas prêt pour l'international. Je suis pas encore prêt pour l'international. Salvador m'attendra un peu. C'est l'espagnol là-bas. Et en fait, ces transactions, elles permettent de reconstituer tout l'historique. Ça marche vraiment à l'envers. Il explique que ça marche à l'envers. On va les rechercher. On va reconstituer tout l'historique pour savoir si la transaction est valable ou pas.
Un des éléments des signatures numériques, c'est l'algorithme ECDSA, donc la courbe elliptique, qui permet de s'assurer que l'initiateur de la transaction possède bien la clé privée, puisque c'est basé sur une clé privée et une clé publique. Donc quand on fait une transaction, on va inscrire on pourra décrypter grâce à sa clé privée. Et donc on peut dépenser sans risque les bitcoins en question. Je peux juste me permettre une petite Ouais. truc sur les UTXO. Ce qui est intéressant, c'est que les UTXO, donc, qui sont créés par la transaction, c'est une différence, par exemple, fondamentale entre Ethereum et Bitcoin. C'est-à-dire que Ethereum, vous avez un compte, comme un compte bancaire, qui vous dit voilà ce que vous avez dans le dernier bloc en possession dans votre portefeuille avec votre clé privée. Tandis que dans Bitcoin, ça n'existe pas. Les portefeuilles, les wallets, recherchent dans tout l'historique des transactions l'entièreté des UTXO dans lequel est signalée la clé publique, et c'est comme ça qu'est reconstitué le wallet. Et donc c'est beaucoup plus sécurisé, parce que il suffit pas de trafiquer le dernier bloc et de trafiquer la compte pour changer, au lieu de 3 Ethers, il y en a 2, parce qu'en fait, dans Bitcoin, à chaque fois le wallet reprend tout l'historique depuis le début. Et donc c'est quelque chose qui est vachement plus sécurisé en fait. Et c'est décrit donc déjà dans le... Encore plus décentralisé, parce qu'on enlève encore une entité qui... C'est plus sécurisé. Décentralisé, non, c'est plus sécurisé dans le sens où à chaque fois que tu vas faire une signature ou que tu vas mettre un bloc, on le verra un petit peu plus tard, mais dans le nouveau bloc est inscrit l'empreinte de l'ancien bloc, dans lequel est inscrit l'empreinte de l'ancien bloc, etc. Donc, c'est tout à la fin le fameux calcul pour dire qu'on dit qu'il y a besoin de 6 blocs pour éviter une réorganisation de la chaîne. Après, c'est vraiment ancré, tu ne peux plus changer l'historique. Mais on va le voir un peu plus tard. Comment ça marche du coup le pruning? Comment tu fais pour avoir un nœud avec le... On va aller voir un tout petit peu plus loin, on en parle un petit peu parce que Satoshi avait pensé à ça. C'est avec l'arbre de Merkle. Donc tu prends qu'une partie qui t'intéresse de l'arbre. Donc tu vas reconstituer qu'à partir de la première date de transaction que tu vas utiliser. C'est déjà mis dans le white paper, dans quelques slides. On en parle dans quelques slides. OK ? Ouais, non, mais justement, le principe de la transaction, c'est ça. Puis après, il avait déjà pensé aussi à ce problème de la place et on en parle un petit peu plus loin. Tu y avais pensé aussi. Comment ? Tu y avais pensé aussi. Moi, non, je n'ai pas pensé à grand-chose. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est... Je sais que je voulais pas te couper l'herbe. La blockchain, en fait, c'est ça. C'est un serveur d'horodatage dans le principe où chaque bloc prend un serveur d'horodatage prend l'empreinte d'un ensemble et la publie à la façon d'une annonce dans un journal. D'ailleurs, avant ça, il s'appuie sur des études qui ont été faites, enfin des recherches qui ont été faites, et on peut citer, comment c'était, tu vas me redire, Franck Haber et Stornetta. Haber et Stornetta qui ont fait dans les années 1980 le premier papier sur comment eurodater un objet digital. Un objet digital. Et donc ils publiaient. Et eux, ils sont cités 3 fois dans le white paper, en fait, dans les références de la fin. Et c'est un des points super importants, parce que Cyril va vous le dire, c'est là d'où vient ce fameux enchaînement de blocs. C'est Stornetta et Haber qui, les premiers, ont déterminé ça par ce white paper. Vous pouvez juste expliquer pourquoi c'est compliqué de redater Pour moi, c'est associer une donnée à une date. Je veux pas. Quand tu as quelque chose qui est... C'est pas compliqué en soi, c'est juste fondamental pour la blockchain. Quand tu as un produit digital, contrairement à un contrat que tu signes, il est très facile de le modifier. Tu prends un Word, tu changes un mot, c'est super facile et tout. Donc il faut bien que tu aies une solution, et ça c'est la solution qui est fournie notamment par le hachage et la signature digitale, qui prouve que ton élément digital n'a pas été déjà transformé, et que tu puisses l'organiser dans le temps. C'est-à-dire, et si tu as un serveur centralisé, tu n'as absolument aucune solution, parce que tu peux le changer. Je croyais qu'il y avait un défi technique à horodater. C'est quand même un défi. Ah oui, c'est un défi technique, ouais. Un défi technique à vérifier l'intégrité de l'horodatage. Voilà, oui, c'est ça. Oui, exactement ça. on est d'accord, c'est vrai. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec ce que tu viens de dire.
Mais, mais du coup, quand on parle de blockchain, en fait, c'est vraiment ce principe-là, c'est le principe du serveur de redatage. Ouais, ouais, non, mais c'est ça. Ouais, ouais. L'art de Merkel, je l'avais pas connu, tu vois, on rate. Du coup, là, on prend l'empreinte et en fait, on prouve que à telle date, ce bloc, il existait ou cette transaction, elle existait. Juste pour revenir, ce qui est rigolo de voir, c'est que Stornetta et Haber, eux, au départ, ils ont fait ça de manière sans blockchain, donc ce qui était compliqué. Et donc, tu avais d'un côté ce qu'on appelle un TSS, un Time Stamping Service. Tu envoyais ton produit digital, il le hachait aussi avec un certain nombre d'autres. Après, il t'envoyait le hachage, et pareil, on verra plus tard avec des Merkle Tree pour vérifier. Et après, tu as ce qu'on appelle un depository, c'est-à-dire où mettre cette référence que le Time Stamping Services a fait. Et ben eux, ils publiaient le hash intermédiaire. Donc, puisque tu publies un hash, par exemple, d'une semaine de gens qui t'ont envoyé des choses que tu veux redater, et puis après, ce hash, tu le récupères dans la semaine suivante, et ils publiaient le hash partiel dans le Financial Time. Donc le Financial Time, ils n'avaient pas de blockchain, ça leur servait d'endroit où mettre le hash qui puisse être vérifié par tout le monde. Parce que c'était pas facile, effectivement, de falsifier tous les Financial Times qui étaient sortis dans le monde. Voilà. Et du coup, pour vraiment faire le serveur de redatage, on peut prendre dans le premier bloc, il y a Satoshi Nakamoto qui a ajouté quelques données dans le premier bloc avec la fameuse phrase qui était le titre du New York Times du 3 janvier 2009 avec l'histoire du rachat des banques par le chancelier. Sauvetage des banques. Ensuite, le troisième concept, c'est la fameuse preuve de travail. Le travail en question, ce n'est pas un calcul compliqué, ça consiste à trouver un hash de l'entête d'un bloc qui commence par un certain nombre de zéros. Donc on applique une fonction cryptographique de hachage qui transforme l'information en un résultat alphanumérique de longueur fixe. Et on répète cette fonction jusqu'à trouver une réponse qui va donner un nombre de zéros prédéfini par le protocole en fonction du nombre de personnes qui sont en train de travailler. Tous les 15 jours, il y a un ajustement de la difficulté de travail qui permet justement à l'horodatage de rester dans une fourchette de 10 minutes. C'est une fonction one-way, justement, tout à l'heure on en parlait, c'est-à-dire qu'il est très difficile de trouver ce hash avec plein de zéros, c'est le hasard qui va déterminer ça, mais c'est très facile de vérifier que ce hash, il a vraiment tant de zéros, donc on peut très facilement le vérifier, mais très difficilement le reproduire. Donc voilà, et puis bien sûr, plus le nombre de zéros au début va être grand, plus il va être difficile de trouver la solution. Et si tu enlèves des zéros, il sera plus facile, et c'est ce que je disais, ça permet d'équilibrer le temps entre deux blocs avec le nombre de personnes qui sont en train ou le nombre d'ordinateurs qui sont en train d'essayer de trouver cette solution par rapport aux lois du hasard. Si je peux me permettre. Ouais, je t'en prie. Ça n'a aucune importance ce que je dis. Si je peux me permettre. Vas-y. C'est beau, tes illustrations. Je source à la fin. C'est de théorie, hein. Est-ce que pour toi, pour vous, historiquement, c'est quoi les preuves que la preuve du travail que la preuve du travail est une création de valeur? Est-ce qu'on a des preuves historiques? C'est quoi qui fait foi là-dedans pour vous? C'est un peu une question philosophique, je pense. C'est pas... l'énergie qu'on dépense. Alors, est-ce que je peux me permettre, pour une question aussi philosophique, que ça puisse faire partie du débat qu'il y a juste après, parce qu'on essaie d'enregistrer pour faire la présentation. On la prend juste pour la fin, et comme ça, je fais la présentation, puis après, on pourra avoir un débat complètement philosophique, parce que là, on sort vraiment complètement du cadre, mais elle est super intéressante, ta question. Voilà.
Déjà que j'arrive pas à être structuré. Et si tu pouvais résumer la proof of work en une phrase? En gros, c'est de la difficulté. C'est la qui difficulté à trouver, ce qui permet aux mineurs, quand ils trouvent un bloc, il est récompensé pour ça avec les frais que chaque personne qui fait une transaction a mis pour avoir sa transaction mise dans ce bloc-là. Et la deuxième, c'est qu'il crée aussi un certain nombre de jetons au même moment dans chaque bloc. Ça va être l'émission monétaire qu'on verra un tout petit peu plus loin. On peut aller à la suivante. Tout ça, le protocole, les mineurs, toute cette blockchain, elle est utilisée par des nœuds. Il y a plusieurs... l'architecture, elle est de pair à pair, donc chacun possède un nœud, le fait tourner et tout le monde est mis en relation ensemble. On connaît bien ce principe pour le téléchargement d'œuvres numériques libres. Et tout le monde peut rejoindre le réseau et tout le monde peut en sortir librement. Dans le protocole de base, donc, il n'y a que le nœud de vérification, mais on peut être aussi un nœud mineur ou un nœud fournisseur de SPV, donc de la chaîne beaucoup plus simple. La simplifiée de... Ouais, bon, ok. Le voilà, le SPV Wallet, donc pas la chaîne complète, mais juste un morceau de la chaîne, d'être fournisseur pour les nœuds légers. Donc le protocole le plus utilisé, le logiciel le plus utilisé pour faire tourner s'appelle Bitcoin Core, mais il en existe d'autres, mais il doit représenter 97% du réseau. Il y a du coup, malgré tout, il y a une absence totale d'autorité centrale, puisque un très grand nombre de nœuds comme ça rend difficile à quiconque une censure sur le réseau, puisque tout le monde vérifie tout le monde et tout le monde vérifie les transactions. Et du coup, s'il y en a un qui avait un nœud malveillant, il serait mis à l'écart. Après, on verra si il y a beaucoup de nœuds qui deviennent malveillants. Il peut y avoir des conséquences, mais on peut le voir arriver. Ouais, on va passer à la suite. Tout à l'heure, on l'a dit qu'au moment où les mineurs vont valider un bloc, ils vont avoir une incitation. Ici, on voit la courbe d'incitation qui amène à ce qu'on appelle le fameux halving, c'est-à-dire que lorsque le premier bloc a été miné, et ce pendant une durée d'environ 4 ans, il y avait 50 bitcoins qui étaient créés à chaque bloc, 50 bitcoins toutes les 10 minutes. Et ensuite, tous les 4 ans, cette récompense va être divisée par 2, donc le halving divisé par 2. Et ça, tout au long de la vie du protocole. Donc on estime qu'il y aura 21 millions de bitcoins qui seront créés au fil du temps. Et l'estimation donne à peu près vers 2140 pour la création du dernier bitcoin. Mais comme on le voit assez bien, tout au début, on crée beaucoup de bitcoins à chaque bloc. Et là, on arrive gentiment. On doit être à peu près environ 19 millions de bitcoins qui ont été minés, qui sont aujourd'hui distribués. Et donc, il reste en gros 2 millions de blocs à distribuer d'ici 2140. Donc, on se rend compte que ce halving a vraiment une pression sur les mineurs, sur leurs récompenses et sur la sécurité, qui peut être aussi un débat, justement. Est-ce qu'il y a assez encore de bitcoins qui vont être créés pour sécuriser le réseau, pour inciter les mineurs à continuer à miner? Justement, Satoshi avait déjà anticipé le problème de l'espace disque en partant sur le principe de la loi de Moore qui dit qu'il y a une croissance de 1,2 gigaoctets d'augmentation de la puissance de calcul par an. Et du coup, pour éviter qu'il puisse y avoir des problèmes ou un risque que la blockchain devienne trop grosse et que les gens ne soient pas incités à détenir la chaîne complète et qu'il y ait trop de personnes qui aient qu'une chaîne incomplète,
Et ça serait un risque, après on ne pourrait pas revérifier complètement toutes les transactions et les refaire, les recalculer. Du coup, il y a quand même un principe qui a été mis en place dans le protocole, c'est justement le principe de l'arbre de Merkle, où on peut prendre qu'une partie du chemin pour retrouver la transaction. Donc ça, c'était déjà discuté et il a été trouvé la fonction de l'arbre de Merkle pour pouvoir résoudre ce problème. Ça, c'est une photo, c'est un graphe qui est directement dans le white paper. Ça, c'est un graphe du white paper. J'ai jamais compris depuis des années dans Bitcoin Core, tu mets une clé privée en pruning, tu peux pas. Et ben voilà. C'est pour ça. Au lieu d'avoir 300 gigas pour mettre une clé privée en pruning, tu peux pas. C'est ça. Oui. Et en fait, là, pour les SPV, donc ceux qui gardent que les entêtes, que les haches des entêtes de blocs, en fait, eux, quand ils vont vérifier si une transaction est là, donc la transaction 3 par exemple, et qui est interrogée, on va ceux qui ont des nœuds totaux, donc qui ont l'entièreté des transactions, vont envoyer justement qu'un certain nombre d'infos pour qu'ils vérifient. Et juste pour donner un exemple de l'ampleur, c'est une fonction logarithmique qui a un log de 2, c'est-à-dire que si tu as 10 000 transactions, tu as besoin en fait que de log de 2 de 10 000 d'informations qui arrivent du nœud qui a tout. Donc en gros, log de 2 de 10 000, ça fait 13. Ce qui montre vraiment la diminution vachement importante de la taille de la blockchain pour le... qui circulent. Et donc les SPV, eux, la plupart des wallets qu'on utilise sont des SPV, eux, ils ont que les entêtes avec tous les hachages, et ils interrogent quand une transaction est là pour savoir si elle appartient au wallet, ils interrogent eux un nœud complet. Le nœud total lui envoie ce qu'on appelle un Merkle pass, qui est ce truc-là, et voilà. Et tu as besoin que de 13 infos plutôt que de 10 000. Voilà. Alors, Electrum, c'est même pas un SPV. C'est encore autre chose, il se connecte à un... Si, Electrum, c'est le principe du SPV, ouais, bien sûr. Sinon, tu aurais besoin de 300 gigas sur ton téléphone, enfin 600 gigas aujourd'hui sur ton téléphone. Electrum, il va consulter quand même tes transactions. Il va se connecter à un nœud. Est-ce que c'est un nœud complet ou est-ce que c'est un nœud SPV? Je ne saurais pas te dire. Mais du coup, à la fin, tu interroges un nœud complet. Et du coup, avec un SPV, tu as quand même un trade-off sur l'indépendance et donc sur la sécurité, puisqu'il faut qu'il y ait un nombre de nœuds complets suffisant. C'est ce que je disais tout à l'heure, où il y a quand même besoin d'avoir une majorité de nœuds complets et le SPV soit limité dans la taille de la blockchain. Il faut quand même qu'il y ait... Pardon ? C'est une autre question philosophique sur la sécurité, combien il faut de full node, oui, tout à fait. Parce que sinon, si tu obliges les gens à utiliser les full nodes, tu n'auras aucune adoption. Ceci étant, pour l'instant, un full node, tu peux le tenir assez facilement, malgré tout. Oui, c'est que c'est 600 gigas. C'est 600 gigas aujourd'hui, donc c'est quand même pas énorme. Moi, j'en ai un à la maison, j'habite dans un trou paumé, et la première fois qu'il a fallu le télécharger, tu mets 2 jours. une connexion. Ah non, ouais, même moi, il m'a fallu beaucoup plus longtemps. Ouais. Mais une fois que tu l'as fait, c'est fini. Entre le temps que tu mets pour avoir tous les blocs et le matos qu'il te faut, c'est deux problématiques différentes. Ouais. Ce que voulait Satoshi, c'est que n'importe qui puisse s'acheter le matériel pour avoir un full node. Pas nécessairement le temps qui dépend effectivement pas de ton matériel, mais de la connexion. Ouais. Si tu parles d'adoption, quand même, c'est pour ça que je dis ça, tu vois, s'il faut 3 jours, tu vois, pour télécharger le truc. Bah après, ça dépend, chacun. Ouais. C'est le temps de recevoir un colis. Hein. Fondamental, ça paraît pas mal d'avoir une indépendance financière fondamentale et que ça te coûte 2 jours à charger d'un truc que tu ne regardes pas pendant qu'il charge. Et je pense que quand on est dans une démarche pour avoir ton propre nœud, d'attendre 3 jours, c'est-à-dire le temps d'une livraison Amazon, c'est quand même pas foufou non plus, tu vois. Non, moi je l'ai fait, ça va, mais voilà. je parle et je pense pas que l'objectif soit que tout le monde fasse tourner un nœud. Je pense que la plupart des gens ils vont télécharger une app. Donc voilà. Et l'important c'est qu'ils puissent en avoir assez et surtout que tous ceux qui le veulent, c'était plutôt l'esprit de Satoshi, puissent. Je veux, je peux. Tandis que la plupart des autres blockchains, ça nécessite des serveurs beaucoup plus puissants que la taille de la blockchain. NFT, Même si c'est tu Antoine. veux, tu peux pas parce que tu n'as pas assez d'argent.
Antoine, Ça reste quand même une belle tu peux ouvrir les volets pour qu'on se voit? Ok, on va avancer un petit peu. Satoshi, dans son white paper, voilà. Et après, il parle déjà de la confidentialité dans les transactions, puisque comme on l'a dit, les transactions vont toutes chercher l'origine de la blockchain, c'est-à-dire qu'une adresse publique est liée à toutes les transactions précédentes. Donc déjà dans le white paper, il parle de la confidentialité, du fait qu'il y a un risque de pouvoir être doxé, tout simplement en reliant une adresse publique à toutes les transactions qu'il y a eu avant. C'est pour ça qu'il préconise le roulement des adresses à chaque transaction, d'utiliser toujours une adresse nouvelle dans chaque transaction. Dès l'origine, il y avait déjà ça. Et donc, on peut déjà aussi le répéter, une blockchain comme Bitcoin n'est pas forcément très bien pour le crime ou pour faire des actions, puisque tout est tracé, tout est traçable et tout est... voilà. Donc on dit qu'il y a aussi débat là-dessus, mais on dit que la chaîne, elle est pseudonyme plutôt qu'anonyme. Il faut dire qu'il y a beaucoup d'histoires de law enforcement, la police, des gens qui ont découvert, je sais pas, les réseaux de trafiquants de drogue, les pédophiles, etc. Parce que ces gens-là, ils ont pensé que Bitcoin, c'est confidentiel, et ben c'est le contraire. Bon, après, souvent dans ces enquêtes-là, c'est au moment de la sortie, c'est au moment de la conversion du Bitcoin en fiat qui fait qu'ils arrivent à retrouver, puisque en gros, il est difficile de transformer son fiat de manière anonyme aujourd'hui. Ils peuvent aussi traquer, par exemple, sur les darknet, Les adresses IP, puis voir retrouver des... Et récemment, il y avait, je sais pas, la police de Londres qui ont découvert tout un réseau parce qu'ils ont trouvé un petit dealer du coin et ils ont allé chez lui. Et en fait, chez lui, ils ont saisi son ordi, ils ont trouvé toutes les autres adresses qui y sont liées. Et donc, du coup, en fait, ils sont remontés sur l'arbre dans l'historique de Bitcoin, qui est accessible à tous tout le temps. Et ils ont découvert tout un réseau qui remontait en Colombie ou un truc comme ça. Voilà, donc c'est pseudonyme et non pas anonyme. Donc, Monero. Ouais. Donc voici la seule formule mathématique qu'il y a, enfin mathématique, je ne sais même pas si c'est mathématique, la seule formule. Formule scientifique, on va dire. Ah si, mathématique. On peut dire mathématique. Bien sûr, c'est une somme. Allons-y. Parce que... Si mathématiques est en science, c'est scientifique aussi. C'est une représentation. Voilà, donc c'est le principe du calcul pour la complexité d'un attaquant à falsifier la chaîne. Donc on ne va pas aller dans le détail de ça, mais c'est par principe, après ce calcul, qu'on admet qu'après 6 blocs, il est compliqué de réorganiser la chaîne. Voilà, donc ça a été mis aussi dans le white paper. Conclusion, un plus gros pavé qui est écrit, et c'est pareil. Donc c'est pris dans la conclusion du white paper qui reprend les différents points qu'on vient de voir. Donc c'est un système de transaction électronique ne reposant pas sur la confiance. Les jetons sont faits de signatures numériques, ce qui procure un contrôle fort de la propriété, le fait de devoir conserver soi-même ses clés privées, au sein d'un réseau pair à pair, utilisant des preuves de travail pour enregistrer un journal public des transactions qui devient rapidement inattaquable par le calcul si les nœuds honnêtes contrôlent la majorité de la puissance de calcul. Voilà, il y a cette histoire de l'attaque à 51%. Les nœuds peuvent quitter et rejoindre le réseau à volonté en acceptant la chaîne de preuves de travail comme preuve de ce qui s'est passé pendant leur absence. On vient reprendre tout l'historique jusqu'à l'origine. Sur les nœuds votent en utilisant leur puissance. Le réseau vote en utilisant la puissance de calcul et en exprimant leur accord vis-à-vis des blocs valides, en travaillant à les étendre et en rejetant les blocs invalides et en refusant de travailler dessus. Toutes les règles nécessaires et les mesures incitatives peuvent être appliquées avec ce mécanisme de consensus, c'est-à-dire que tous les changements qui sont faits sont proposés et ensuite il faut que ça soit accepté largement, globalement par
tous les nœuds, que ce soit des nœuds simplement validateurs ou des nœuds mineurs. Donc il peut y avoir aussi débat sur le fait que ce seraient les mineurs qui ont le pouvoir de vote, parce que dans le texte, c'est un petit peu ce qui pourrait laisser penser, mais non, puisqu'il y a quand même tous les nœuds validateurs qui sont là pour s'assurer que les règles sont respectées. Je vous remercie beaucoup.